Bonjour et bienvenue avec un petit peu de retard pour cette nouvelle journée de la 11e édition du Forum qui est consacrée intégralement à la bioéthique en temps de crise. Nous nous excusons pour ces contraintes techniques qui nous ont mis un petit peu en retard ce matin. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez passer en visio pour poser votre question, vous pouvez vous rendre sur notre site internet forumeuropéendebioéthique.eu. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Je rappelle également que toutes nos tables rondes se déroulent dans le plus strict respect des mesures barrières. Et ce matin, nous démarrons avec une table ronde sur la thématique « Vivre dans l'incertitude et la peur ». Pour modérer cette table ronde, Aurélien Benwalid, à qui je passe immédiatement la parole. Merci, bienvenue à tous. Excusez-nous effectivement pour ces problèmes techniques. Nous aussi, nous vivions dans l'incertitude de pouvoir vous proposer cette table ronde, mais nous sommes heureux de vous retrouver. Cette crise sanitaire, cette pandémie nous a tous confrontés à un ennemi invisible et nous avons tous, à notre échelle, vécu un sentiment et vivons encore un sentiment particulier qui est un sentiment à la fois de peur et d'incertitude. Quel que soit notre statut, on va dire dans la triangulaire de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que l'on soit citoyen, que l'on soit décideur politique ou que l'on soit scientifique, on a tous été confrontés à la peur et à l'incertitude. La peur de mourir, peut-être même brusquement, puisqu'on nous dit que la maladie, une fois qu'on est infecté, vers le 7e jour ou vers le 10e jour, il peut y avoir une aggravation soudaine. Donc cette peur qui est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, la peur de transmettre l'infection, notamment aux aînés, la peur également de souffrir sur le plan physique, mais également sur le plan économique, sur le plan de la solitude, et puis cette incertitude de ne pas savoir de quoi va être fait le lendemain, puisque au jour le jour, on reçoit des informations qui nous soufflent le chaud, le froid, et bien évidemment, c'est lié au direct, à ce que l'on sait, à ce que l'on apprend, mais on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, et cette difficulté de projection dans l'avenir nous donne également un sentiment d'incertitude qui parfois, pour certains d'entre nous, peut être paralysant. Bien évidemment, cette incertitude et cette peur, elle existe aussi du côté des médecins, des soignants, des scientifiques et des politiques. Il faut parfois prendre des décisions, prendre ces décisions sans avoir toutes les réponses à l'avance, avec parfois un degré d'incertitude qui va de un peu à énormément. Et on va essayer de décortiquer ces questions-là avec les invités qui nous font le plaisir d'être présents ici aujourd'hui. Alors en direct sur le plateau, nous avons la chance d'avoir Laurent Messer, qui est docteur rhumatologue aux hôpitaux civils de Colmar et qui travaille notamment sur l'incertitude en clinique. Nous avons également la chance d'avoir Michel Rongière, qui est maître de conférences des universités en anatomie, chargé de cours d'histoire, philosophie et éthique médicale. Serge Tisseron, qui est psychiatre, docteur en psychologie et membre de l'Académie des technologies, et Grégoire Moutel, qui nous suit depuis le début de l'aventure du Forum européen de bioéthique et que nous avons toujours beaucoup de plaisir à entendre, qui est professeur de médecine légale, de droit de la santé et éthique en santé, directeur de l'espace de réflexion éthique de Normandie, coordinateur principal de la Conférence nationale des espaces éthiques régionaux et président du comité de déontovigilance des entreprises du médicament. Maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à Laurent Messer pour qu'il nous donne son point de vue sur l'incertitude probablement et la peur peut-être aussi. Merci Aurélien, merci Maude de m'avoir invité pour parler de l'incertitude. Alors pourquoi parler de l'incertitude en médecine? En fait, parce que c'est une composante inhérente à la pratique médicale. Et pourtant, elle n'est pas toujours bien verbalisée, elle n'est pas toujours bien exprimée et mise à la conscience comme étant un acteur clé dans la relation de soins. Alors je vais d'abord un petit peu redéfinir ce que c'est l'incertitude. Finalement, l'incertitude, c'est l'impossibilité de prédire un élément futur, comme lorsqu'on doit faire le choix entre deux options et que l'on ne peut prédire son résultat parce qu'il y a une incertitude dans les deux cas. Donc c'est quotidiennement le cas du pari, par exemple le pari sportif. En médecine, ça va être, par exemple, l'impossibilité ou la difficulté à prédire l'évolution d'une maladie, l'évolution naturelle. Est-ce qu'elle va s'aggraver? Est-ce qu'il va y avoir une poussée ou une rémission de manière naturelle? Ça peut aussi être l'efficacité d'une thérapeutique. Lorsqu'on administre un médicament à l'échelle du patient, est-ce que ce médicament va être totalement efficace, partiellement efficace ou pas du tout efficace? Ou bien est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables? Mais il y a
d'autres incertitudes, comme par exemple l'incertitude de sens, comme par exemple la question universelle de l'existence de Dieu, ou par exemple en médecine sur pourquoi suis-je malade. Alors l'incertitude génère une action, ça nécessite de prendre un risque qui n'est rien d'autre que de faire un choix dans l'incertitude. Dans la croyance populaire, on dit bien « qui ne risque rien n'a rien ». Exister, c'est la prise de risque de faire des choix dont on ne connaît pas les résultats à l'avance. Mais oser, prendre le risque, c'est mettre sa vie en jeu, et ça donne aussi du sens. Alors depuis toujours, l'homme vit dans une société du risque. C'est pas qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a énormément de risques, les risques liés au changement climatique, les risques sanitaires, les risques chimiques, les risques géopolitiques, les risques de conflits. Et puis, il y a la pandémie. Et donc, on voit bien là que l'homme, de sa naissance jusqu'à sa mort, il va vivre dans cet état d'incertitude, et la collectivité aussi. Et dans toutes les cultures, finalement, cette question d'incertitude, elle est traitée. Et l'homme, la collectivité, se met en quête de certitude. Et cette quête de certitude, elle se traduit par des représentations des futurs, ce qu'on dit, on dit les futurs eschatologiques, la recherche des paradis perdus, des âges d'or, où la pureté règne, où il y a une plénitude, où il n'y a plus d'incertitude. En médecine, c'est finalement le chaman qui, grâce à sa connaissance, à son expertise, à son voyage mystique, permet la recondition de l'homme primordial, plein de certitude. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, les mythes paradisiaques, qui sont une tentative de réduction de l'incertitude, ont laissé sa place à la connaissance scientifique pour tenter de réduire cette incertitude. Alors, quelles sont les incertitudes auxquelles le médecin fait face dans sa pratique clinique ? Je distinguerai 3 niveaux d'incertitude en pratique. La première, c'est celle dont je parlais juste à l'instant, c'est l'incertitude liée à l'état actuel du savoir, qui dépend des limites propres de la connaissance médicale. Et en médecine, c'est la médecine fondée sur les preuves, et cette médecine fondée sur les preuves, elle a la capacité d'adapter au mieux la réponse que l'on va trouver dans le savoir médical au cas particulier du patient. Et la preuve, elle est donnée sous la forme d'une statistique. Et c'est là qu'on va retrouver une zone d'incertitude et une marge d'erreur possible qui est acceptée. Cette zone d'incertitude qui est présente dans la réponse du savoir, elle fait l'objet de nouvelles recherches qui va aboutir à des nouvelles découvertes et qui elle-même va comporter une marge d'erreur, une zone d'incertitude. Et c'est comme ça que la science va progresser pas à pas. Alors ça, c'est le premier niveau d'incertitude qui existe au niveau de la connaissance dans l'activité du médecin, mais il y en a une autre, bien évidemment, c'est l'incertitude qui est liée à l'état propre du savoir du médecin lui-même. Aujourd'hui, plus aucun médecin ne peut prétendre à un savoir omniscient, tellement la connaissance est énorme. Alors, il a quand même des outils pour s'aider, il a Internet, il a l'intelligence artificielle et il y a les collègues. On voit là se dégager un 3e niveau d'incertitude entre ces 2 niveaux. Ça va être la difficulté pour un praticien donné, pour un médecin, de faire la part des choses entre son niveau à lui de connaissance et l'état de l'art, l'état du savoir. Alors, quelles sont les réactions face à l'incertitude et les attitudes face au risque ? Ce qui est particulièrement intéressant, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que pour un même individu, quand vous présentez la même incertitude, en fonction de sa formulation, en fonction, je dirais même, de son élucidation, la réaction peut être totalement différente. On peut éprouver une appétence pour le risque, le goût du risque, ou au contraire, une peur, une aversion pour le risque. Alors, on va distinguer 2 réactions extrêmes. La première, c'est évidemment la peur, c'est ce qu'Aurélien disait, la peur paralysante, la sidération ou la fuite qui empêche la prise
de décision face à l'incertitude. Ça, c'est un comportement et une réaction extrême. Je distinguerais une autre réaction extrême qui est, je vais appeler ça l'incertitude occultée. C'est la négation de l'incertitude et la prise de décision sans prendre en compte cette incertitude. Ça mène bien entendu à la tyrannie. On a pu observer ce type de réaction, bien évidemment, pendant cet épisode de la pandémie. Alors c'est quoi la réponse raisonnable face à l'incertitude? La réponse raisonnable, c'est celle qui envisage toutes les options possibles, les différents choix, qui les soupèse, qui confronte les différents avis, les points de vue, et qui, après délibération, aboutit à une décision. Et on voit là que pour traiter l'incertitude, pour gérer l'incertitude, il faut du temps. Il faut du temps pour prendre des décisions. On le voit tous les jours à la télé, le gouvernement qui va repousser l'échéance avant de prendre une décision. Et le médecin, c'est pareil. Pour faire un diagnostic, il lui faut bien souvent du temps. Dans mon métier, en tant que rhumatologue, on met parfois plusieurs années pour faire un diagnostic précis d'une maladie complexe, d'un rhumatisme inflammatoire. Et en situation de crise, comme on a pu l'avoir, comme on peut le voir, il n'y a plus ce temps-là. Pendant le premier confinement, là, en mars, on voyait des patients qui arrivaient à l'hôpital oxygénodépendants, parfois qui allaient évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et on n'avait pas le temps d'attendre les progrès de la science. On ne pouvait pas s'appuyer sur la médecine fondée sur les preuves pour pouvoir faire des choix thérapeutiques. Et on a vu donc se développer d'autres modes de raisonnement. Certains raisonnaient sur le mécanisme de la maladie, d'autres raisonnaient en disant qu'on allait repositionner des molécules qui étaient connues pour être efficaces dans certaines infections, et puis d'autres niaient cette incertitude. Et bien entendu, on a pu voir que ces méthodes, elles n'étaient pas forcément toujours très efficaces. Mais l'incertitude, et c'est la dernière composante que je vais développer, elle implique donc une prise de décision et elle nécessite la confiance. La confiance de la population face à la pandémie, la confiance du malade envers son médecin. Et dans la relation médecin-malade, la confiance, c'est le résultat de la qualité de l'interaction qui existe entre les deux protagonistes. Si l'interaction est positive, alors la confiance, elle est renforcée. Dans bien des cas, à l'hôpital, j'ai pu observer, dans des cas complexes, des médecins qui savent faire, qui dépensent une énergie folle pour essayer de résoudre le problème du patient, qui passent des coups de téléphone, qui font des staffs, qui vont consulter les plateformes d'information médicale. Et en attendant, le patient dans sa chambre, dans sa solitude et dans son incertitude insupportable. La communication, l'interaction reste un élément clé pour la gestion de l'incertitude. Oui, confier, c'est la confiance, c'est confier à autrui quelque chose de précieux. Alors, avec la crise Covid, on reprend pleinement conscience de l'incertitude dans laquelle nous vivons. La science au service de l'homme a pu montrer sa fragilité en situation de crise, mais aussi sa formidable capacité d'adaptation et d'innovation. Et il ne faut pas oublier que bien souvent, le hasard vient en aide aux chercheurs. La confiance est un des éléments clés pour ne pas perdre pied et pour rester lucide et ne pas sombrer dans l'irraisonnable. L'incertitude, en fait, si elle est acceptée, si elle est tolérée, est en fait un puissant stimulant qui permet d'envisager les différentes options possibles sereinement. Et dans le cas du patient, le malade, dans son incertitude, il maintient une certaine tension, une vitalité qui est source d'espoir, de rémission dans la maladie chronique ou au mieux de guérison. Et si la peur nous gagne, rappelons-nous, comme le disait Nietzsche, que ce n'est pas l'incertitude, mais la certitude qui rend fou. Merci. Alors, puisqu'on termine sur l'idée de folie, et loin de rapporter le travail de psychiatrie directement à la folie, hein, bien évidemment, on va nuancer tout ça. Je laisse la parole à Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion
de vous parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, puisque personne n'y échappe, même si certains ont la possibilité de la gérer mieux que d'autres. Alors je vais en effet partir pour aborder ces questions d'incertitude et de la peur de quelque chose que les psychiatres commencent à bien connaître, qui est la définition du traumatisme. Vous savez qu'un traumatisme, c'est une effraction du psychisme, un débordement de ses défenses par un événement extrêmement brutal, vécu comme très violent, totalement inattendu, et par lequel on se sent menacé à la fois dans son intégrité physique, dans son intégrité psychique. C'est également un événement dans lequel on peut être impliqué comme acteur, comme victime ou comme témoin. Or, on a exactement tout ça dans la pandémie du Covid. Et vous l'avez évoqué en introduction, du coup, de multiples formes d'angoisse qui n'avaient jusque-là jamais été réunies et qui vont alimenter justement une incertitude terrible de l'avenir. L'angoisse physique, évidemment, d'attraper la maladie, de la communiquer à ses proches, même à son insu, puisqu'on peut être contagieux sans le savoir. Angoisse sociale, de perte d'emploi, évidemment, ou de ne pas pouvoir utiliser les outils numériques parce qu'on ne sait pas les utiliser. Beaucoup de gens ont aussi découvert cela à l'occasion de la pandémie. L'angoisse d'anéantissement psychique, s'ennuyer, ne rien avoir à faire. C'est pour ça que l'OMS a proposé de jouer aux jeux vidéo pour s'occuper, alors que quelques mois avant, l'OMS avait dénoncé les dangers d'addiction liés aux jeux vidéo. Des angoisses sociétales, évidemment aussi, alimentées par les collapsologues qui ont dit, ça y est, on a trop embêté la planète, elle va se venger, c'est le début de la fin. Et puis, comme vous l'avez évoqué, une perte de confiance quand même dans les autorités habituellement reconnues, autorités politiques, accusées de se tromper, de nous cacher des choses, de faire des secrets, et puis autorités scientifiques quand même, puisque sur les plateaux télé, dans les radios, tous les jours, on entendait un grand scientifique nous dire quelque chose de radicalement différent de ce qu'il avait dit la veille et de ce qui avait été dit le lendemain. J'ajoute des expressions malheureuses quand même. On a parlé de gestes barrières, il aurait mieux valu parler de gestes de protection. On a parlé de distanciation physique, sociale, il aurait mieux valu parler de distanciation physique. Tout ça a provoqué un état de stress aigu qui a mobilisé chez beaucoup de gens l'idée qu'on allait construire l'avenir. Voilà, on perdait les repères et on allait tout reconstruire. Vous savez que beaucoup de gens, j'en ai fait partie, ont essayé de se consacrer à une reconstruction du monde de demain. Ça nous a pris du mois de mars au mois de juillet parce qu'on pensait qu'en juillet, l'accalmie allait arriver et que le monde nouveau, en septembre, allait pouvoir se mettre sur pied à partir de ce qu'on avait cogité entre mars et juillet. Vous savez ce qui est arrivé, et ceux qui n'avaient pas encore basculé dans l'état de stress post-traumatique y ont basculé, et là il ne s'agit plus de mobiliser toutes ces capacités pour construire un monde différent, mais on a vu ce qui s'est passé, l'état de stress post-traumatique, il associe la dépression, l'angoisse, des troubles somatoformes, et puis même parfois des épisodes de dissociation dans lesquels des traumatismes anciens sont réactivés. Et donc, par rapport à cette question de l'incertitude, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens dépressifs, on sait bien, il n'y a pas d'avenir, pas la peine d'essayer d'imaginer quoi que ce soit, il n'y a pas d'avenir, voilà. Ceux qui ont sombré dans l'anxiété, la dissociation, l'angoisse de se sentir persécuté, la théorie du complot. Alors, la théorie du complot permet de sortir de l'incertitude, voilà. On a tout compris, on est totalement sorti de l'incertitude, mais on est rentré dans une angoisse maximum parce qu'on n'a plus aucun moyen d'agir sur sa vie. Et puis ceux qui ont eu recours à différents produits addictifs, notamment l'alcool ou d'autres drogues, et là ça permet quand même de sortir, ça ne permet pas de sortir de l'incertitude, mais ça permet de sortir de la peur, puisqu'on sait quand même que tout ça est très sédatif. Et je voudrais vous attirer votre attention maintenant sur le fait que finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ont vécu tout ça, pour nous qui avons vécu tout ça? Il s'est passé 3 choses importantes. D'abord, l'angoisse de perdre l'estime de soi. Perdre l'estime de soi, déception de ne pas avoir suffisamment préparé cette crise, peut-être pas avoir mis d'argent de côté, en prévision de perte d'emploi, se découvrir plus vulnérable que ce qu'on l'imaginait. Se découvrir plus vulnérable que ce qu'on l'imaginait, c'est aussi ouvrir un boulevard sur l'incertitude de l'avenir. Si je n'ai pas été capable de faire face à ceci, comment je pourrais protéger mes enfants demain de quelque chose de pire encore peut-être. L'angoisse de perdre l'affection de ses proches, parce que quand on perd l'affection de soi, on court le risque de perdre l'affection de ses proches, et puis l'angoisse d'être retranché de sa communauté, évidemment, les gens qui perdent leur métier, ils sont retranchés de la communauté, de leur communauté professionnelle. Il ne faut pas oublier quand même, quand on est restaurateur, perdre son métier, c'est pas seulement cesser d'être restaurateur, c'est cesser de faire partie de la communauté des restaurateurs. Donc, même chose pour les entreprises qui ferment, etc. Et donc, tout ça a eu pour effet
fait que, comme vous savez, j'en arrive aux moyens que nous avons tenté d'inventer pour pallier à tout ça. Et 3 propositions qui ont été faites, assez vite d'ailleurs. Il faut s'occuper de soi. On retrouve évidemment l'idée qu'on va augmenter son estime de soi-même en s'occupant de soi. Il faut s'occuper des autres. On va essayer de récupérer l'affection de nos proches, voilà. Et puis, il faut se protéger aussi, rappelez-vous, de l'info en continu. Et ça, c'est très important parce que l'info en continu, elle donne l'impression d'être toujours dans la certitude, puisqu'on voit ce qui se passe au fur et à mesure, mais on est en revanche toujours plus dans l'incertitude, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qui va se passer quelques minutes après. Donc l'info en continu qui mobilise beaucoup d'émotions, toujours des témoignages à chaud, voilà, éventuellement pris au smartphone, des témoignages pas du tout contextualisés, pas de recul cognitif, et puis finalement, on est privé par cette info en continu de la composante essentielle de l'empathie, qui s'appelle la composante d'action, puisqu'on est toujours réduit à la sensation qu'on est un pur spectateur des malheurs du monde et qu'on ne peut rien y faire. On croit être plus au courant au fur et à mesure, et en fait, on creuse toujours plus l'incertitude sur la qualité de l'information qu'on reçoit, évidemment, mais aussi sur ce qui va se passer après. Alors, comment sortir de cette situation? Et je terminerai par là. 2 choses me paraissent importantes. La première, c'est investir les sensorialités du quotidien, des petites choses, voilà, profiter des petites choses auxquelles souvent les gens n'avaient pas le temps de se consacrer parce qu'il fallait courir dans le métro, il fallait courir au travail. Les gens qui sont chez eux, ben voilà, en télétravail, on a des plages de plus grande tranquillité, on peut regarder par la fenêtre, on peut, c'est les gens qui ont un jardin peuvent s'en occuper plus, investir les petites sensorialités. Et je pense d'ailleurs que le fait que Marie-Hélène Lafont ait le prix Renaudot, Histoire du Fils, voilà, c'est un livre plein de sensorialité. Et je pense que ça, c'est un signe du fait que les gens ont envie aujourd'hui, redécouvrent aujourd'hui l'intérêt d'investir cette sphère-là. On n'a aucune certitude sur ce que sera demain. Essayons d'avoir des certitudes sur ce que nous sommes aujourd'hui dans le rapport à nos proches, dans le rapport au monde. Et puis, deuxième élément, dont je ne vous aurais pas parlé à 15 jours, mais il faut en parler. Qu'est-ce qui nous va nous permettre de lutter le mieux collectivement contre l'incertitude? C'est de se trouver une cause commune dans laquelle il n'y a pas place à l'incertitude. Et vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit évidemment de la campagne actuellement menée, et Dieu merci, contre les violences faites aux mineurs et notamment l'inceste. Voilà un domaine où il n'y a pas d'incertitude. Voilà un domaine où chacun a la possibilité de reconstruire une estime de lui-même, de faire confiance dans les autres, de retrouver l'affection de ses proches, de participer à un sentiment communautaire. Je pense que dans le climat actuel, cette campagne menée contre l'inceste, qui vient après d'autres, mais qui c'était comme la vague sur la grève qui se retire après, voilà, d'autres campagnes avaient été menées, vous savez bien, depuis au moins 1986, voilà, et bien 3-4 campagnes qui avaient échoué, voilà, dans la durée. Cette nouvelle campagne vient à un moment finalement où je pense que ce qui est en jeu, c'est plus seulement l'inceste, c'est le désir d'un grand nombre de gens de faire communauté autour d'une cause certaine. Or, celle-là ne fait pas de doute. Vous avez vu ce qui se passe pour tous ceux qui osent simplement émettre quelques réserves. Ils sont chassés du paysage audiovisuel. Et c'est bien, voilà. Et donc, du coup, ce qui est important pour notre propos, c'est de comprendre que face à ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça dont nous avons besoin. On ne peut pas lutter contre l'incertitude du monde de demain en cherchant à comprendre ce qui se passera demain, on n'en sait rien. On ne peut seulement le faire qu'en investissant des sensorialités quotidiennes, retrouver le contact avec soi et les autres dans des choses simples, comme on dit, voilà. Et puis d'autre part, essayer de construire une nouvelle communauté autour de causes qui, elles, ne laisse aucune place à l'incertitude. Voilà, merci de votre attention. Merci, je vais maintenant laisser la parole à Grégoire Moutel. Bon, bonjour tout le monde, et puis merci à tous ceux qui nous écoutent voilà, avec ces nouvelles connexions qui nous permettent d'exister ensemble. Alors, quand j'ai découvert le thème de la table ronde, j'ai retrouvé une formule qu'on avait écrite il y a quelques années dans un article sur la question de l'incertitude où on avait mis en exergue une phrase qui va vous paraître un peu étrange, mais je vais essayer de vous l'expliquer. On avait mis l'incertitude, c'est comme la certitude, c'est ce qui fait science et ce qui fait sens. Alors notre question était de se dire que, ça a déjà été dit par le premier intervenant, que effectivement dans l'approche scientifique ou médico-technique, on est quand même bercé depuis un certain nombre d'années par un enseignement qui nous dit
qu'on va fonder effectivement notre exercice sur la preuve, sur l'évidence-based médecine. Mais on avait été nombreux à rappeler que ce qui a été dit tout à l'heure, hein, cette dimension de la science présentée comme certitude était en fait un objectif, était une tentation, mais qu'il y avait beaucoup d'exercices professionnels. On était, malgré ces références scientifiques, toujours dans l'incertitude. Et puis on avait évoqué les questions des prescriptions hors AMM, c'est-à-dire des prescriptions de médicaments en dehors de la règle du marché, hein, ou de la validité scientifique. Et beaucoup moi je suis interniste de formation, beaucoup de professionnels ont connu des pathologies où comme ça on essayait avec les patients. Alors aujourd'hui on avait le sentiment qu'on n'avait plus le droit, hein, de parler de cette incertitude, que cette incertitude elle était quelque part de la mauvaise pratique, mais je ne pense pas, parce qu'en fait on essayait de rechercher la meilleure situation pour un individu concerné. Alors, je ne suis pas en train de justifier toutes les dérives qu'il y a pu y avoir sur les plateaux de télévision. Hein. Ce n'est pas mon propos, hein, parce que du coup, il y a eu d'énormes dérives dans cette voie-là. Mais néanmoins, voilà, l'idée que la médecine a toujours eu cette part d'incertitude dans la pratique du quotidien, on le sait tous, c'est une réalité. Et puis, il y a des incertitudes qui sont aussi intéressantes. C'est pour ça qu'on a posé la question, est-ce que ça fait sens aussi pour les cliniciens et les patients? Des incertitudes où... eh bien, il y avait A et B dans l'arbre décisionnel de la médecine. On pouvait choisir pour un enfant atteint d'un sepsis de cheville sévère, c'est-à-dire une infection sévère d'un membre inférieur, de se dire est-ce que j'attends 3-4 semaines un protocole d'antibiothérapie dont je me dis qu'il va peut-être marcher ou qu'il ne va pas marcher, et s'il ne marche pas, l'enfant va peut-être avoir un risque de décès ou une insuffisance rénale sévère, ou est-ce que par exemple j'ampute d'emblée cet enfant sous le genou. Je pense que tout le monde l'a à l'esprit, c'est-à-dire c'est aussi la théorie des dilemmes qui fait que, voilà, entre ces deux approches, comme disait Molière, vous mettez deux médecins au lit d'un patient et vous avez deux avis différents. Alors Molière s'en moquait, mais nous, aujourd'hui, on pourrait aussi regarder ça en disant, bah oui, parce qu'il y a deux approches qui peut-être se valent, ou du moins leurs bénéfices et leurs risques différents. Donc, je pense que ce que nous rappelle la crise actuelle, c'est que cette incertitude, on l'avait un peu oubliée, un peu mise de côté, on ne l'avait pas débattue avec le grand public. On avait peut-être fait une médecine en laissant croire qu'on était détenteur de certaines formes de vérité, de choses établies. Et je pense que ce qui nous rattrape aujourd'hui, c'est qu'on doit dire au grand jour, exposer au grand jour au public que la médecine est une chose incertaine. Et je ne suis pas certain que dans l'imaginaire collectif, il y a des gens plus compétents que moi, ceux qui seront pour aborder ce sujet-là, mais je ne pense pas sûr que dans l'imaginaire collectif, les gens avaient la représentation que la médecine était une chose incertaine. Ça, c'est un premier élément de remarque. Le deuxième élément de remarque, et justement, on y vient, c'est que peut-être que nos concitoyens, et peut-être nous-mêmes, avons oublié que justement, la recherche devait être une chose qui devait être expliquée au grand public. La recherche, on en parle souvent dans les médias en termes de réussite, de ce qui a marché. Vous savez que on dit classiquement que pour un programme de recherche qui aboutit ou un essai sur le médicament qui aboutit, il y en a 9 autres qui ont échoué. Donc c'est bien l'idée que la recherche est bien l'outil qui essaye de diminuer la notion d'incertitude, de combler nos carences de savoir. Mais du coup, on l'a dit tout à l'heure, la temporalité est un élément essentiel de ce débat-là. Et donc là aussi, dans la dimension de la pédagogie, rappeler que le comblement de l'incertitude nécessite du temps. On se moque souvent, vous savez, du temps de la recherche. On dit les chercheurs cherchent mais ne trouvent pas. Mais en ne trouvant pas, ils trouvent quand même. C'est ce qu'il faut répondre toujours. Donc je pense que c'est important de rappeler cette temporalité. Effectivement, avec la crise, tout ça est bousculé parce que on a l'impression qu'il faut que ces temporalités soient remises en question, qu'elles sont même questionnées, parce qu'on dit, du coup, si on va trop vite, est-ce que vous faites mal? C'est la question du débat sur les essais vaccinaux. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on fait mal, mais on voit bien l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément cette habitude de gérer l'incertitude dans l'urgence. Voilà, ça c'est presque une évidence, et excusez-moi de dénoncer une évidence. Mais donc l'idée que dans nos échanges avec le grand public, vous savez que moi je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle la démocratie participative en santé, je pense que il faut en parler de tout ça parce qu'il faut que ce soit accepté, pour que ce soit accepté, il faut que ce soit compris. Et je voulais dire un petit mot aussi sur cette idée qu'il faudrait se méfier de ce monde idéalisé, de la présentation de la science toujours paradigmatique, de la bioprothèse, de la e-santé, de la santé connectée.
En fait, on a fait l'événement du débat éthique autour de choses très, très prospectives, très en apparence contextualisées dans les nouvelles technologies, alors que là, on est sur des concepts assez simples, c'est-à-dire réexpliquer aux gens ce que sont les choses du quotidien et ce que c'est la pratique médicale de la recherche. Donc, j'en appelle aussi, moi, deux fois, un débat bioéthique qui soit plus au contact de ces réalités, parce qu'elles touchent la vie des citoyens, plutôt que de faire des débats éthiques sur des questions qui, finalement, ne touchent pas la vie des citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, mais on me connaît, c'est une de mes craintes. Et on le voit en situation de crise, finalement, la population n'a pas été préparée à la compréhension de tous ces enjeux-là. Donc ça renvoie à ce qu'on fait dans les collèges, ce qu'on fait dans les lycées, bref, c'est un vaste débat et on n'est pas là pour reconstruire le monde, mais peut-être aussi un peu. Je voudrais faire un petit rapport aussi sur ce qui a été dit de l'évidence-based médecine tout à l'heure, et j'adhère complètement à ce qui a été dit, mais je voulais en dire un petit mot, parce que derrière, il y a aussi, moi je prends ma casquette de médecin légiste, je me rappelle que le médecin légiste ne s'occupe pas que des morts, mais s'occupe des grandes questions aussi sur la responsabilité professionnelle et la mise en cause des professionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière cette incertitude, il y aurait une sorte de glissement qui serait dramatique dans notre société. On en a parlé dans une table ronde, c'est une mise en cause de la responsabilité des individus. C'est-à-dire que puisque les choses sont incertaines, eh bien, vous allez vous tromper dans la décision, et puisque vous allez vous tromper dans la décision, ben, vous serez considéré comme coupable. Alors, je ne suis pas là pour défendre les politiques, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Vous voyez, la question de la mise en cause, on y est déjà, il y a déjà des procédures judiciaires, des plaintes. Donc, je trouve que ça interroge le champ démocratique, comme si accepter de gérer l'incertitude et donc de prendre des risques devait se solder par une mise en accusation. J'ai envie de dire, il faut se méfier de ça, parce que le danger, c'est que plus personne acceptera de prendre des risques et de gérer l'incertitude. Je le mettrai aussi sur la tête des directeurs d'EHPAD, hein, par exemple, qui pour la plupart ont fait du bon travail, ont essayé de faire au mieux, comme on dit. Alors certes, quand on fait du bon travail au mieux en situation d'incertitude, effectivement, a posteriori, on dira qu'on a fait des erreurs, mais j'insiste sur le a posteriori, parce qu'a priori, on ne le savait pas. Et puis je pense qu'à terme, ça pourrait se retourner aussi vers certains professionnels de santé ou vers ces établissements de santé, à qui on dira, eh bien... vous avez mal fait, vous avez fait des choses brutales. Alors, vous avez mal fait, c'est peut-être les prises en charge hospitalières sur des questions purement médicales. Vous avez mal fait, c'est aussi la question, vous savez, de l'interdiction des visites, qui est d'une extrême violence, puisqu'à titre personnel, moi, j'ai pris parti contre cette interdiction brutale des visites en milieu hospitalier en EHPAD. Mais il n'empêche que, vous voyez, que c'est une chose de faire débat public de ces choses-là, de dire qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'on veut en faire un débat collectif. Eh bien, il en est une autre que de dire je mets les gens en accusation et plus tard je les mettrai en responsabilité. Donc je pense que là il y aurait, je ne sais pas si on arrivera, mais une forme de sagesse sociétale qui consisterait à dire cette incertitude, elle nous est propre, elle est inhérente à notre société, elle est inhérente au collectif. Alors bien sûr, ça n'évitera pas des manipulations politiques et des usages politiques de la mise en cause de la responsabilité. Mais je trouve que philosophiquement, intellectuellement, c'est intriguant. Voilà, c'est intriguant, cette question de la mise en cause, et plutôt que de la compréhension. Pour ne pas être trop long, je voudrais donner une dernière petite chose qui touche à l'éthique du quotidien et puis au grand fondement de la bioéthique, qui est du coup comment on informe un patient, comment on informe les citoyens. Vous savez que le grand paradigme, c'est de dire qu'il faut donner une information claire, loyale et intelligible. Alors voilà, bon. Ça, c'est écrit dans les livres. C'est vrai que sur la question de la loyauté, c'est un vrai sujet, puisque on peut dire que la loyauté, en l'occurrence, consiste à dire qu'on ne sait pas et expliquer pourquoi on ne sait pas ou expliquer ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Voilà, on pourrait dire que c'est avoir un discours adapté autour de l'incertitude et du dialogue avec le citoyen et le patient pour expliquer là où l'on en est et expliquer finalement nos incertitudes communes. Voilà, finalement. Et ça a été dit tout à l'heure, on voit bien que ça n'a pas été le cas. Et là, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité. Alors, moi, je ne donnerai pas de nom, vous les trouverez vous-même. Mais c'est vrai que les plateaux télé ou les experts qui sont arrivés voilà, avec des certitudes, dans des finalités grand public, hein, quand même, dans des objectifs grand public, pour moi, portent une responsabilité d'ordre éthique assez grave, parce que la question de la loyauté n'était pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire que c'était d'autres éléments, alors d'ordre psycho-socio-politique ou de querelles scientifiques, mais c'est d'autres éléments que ceux de la loyauté. Et je pense que du coup, c'est vrai que ça a perdu le grand public, on le sait, ça a été dit tout à l'heure hein, par un de nos collègues, mais je pense que ça touche à cette question de la nature de la loyauté.
et que c'est, à mon avis, un grand débat pour l'avenir. Et ça rejoint mon premier point, d'essayer d'acculturer le grand public à cette notion d'incertitude, de partage des savoirs et de ce qu'est la vie scientifique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pour en tirer des conclusions à l'avenir. Et dernier petit point qui a lieu à ça, puisque j'ai dit que j'avais ma casquette de responsable en termes de responsabilité professionnelle, de ce qu'on appelle la mise en cause de la bonne pratique médicale. Je pense que puisqu'on nous écoute et qu'on est grand public, il faut, en ces périodes de crise, faire très attention aux fake news. Ça a été dit, mais l'incertitude, donc, du coup, fait le lit des fake news, fait le lit aussi du charlatanisme et de propositions de soins. Alors là, mon propos n'est pas de donner des exemples, parce que vous savez que ça entretiendrait la polémique, mais on peut inviter, à mon avis, les citoyens qui nous écoutent à rester vigilants sur ces questions et finalement à aller là vers où finalement ils ont le plus confiance traditionnellement, c'est-à-dire leurs infirmières, leurs médecins traitants. Moi, je pense qu'il faut revenir aussi à ces repères-là, qui sont certainement des repères qui éviteront que la population se fasse embarquer vers des gens qui sont moins disants, on va dire, dans le champ du respect de la personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Michel Rongière, vous avez plusieurs casquettes, celle de l'université de médecine, celle de l'histoire, de la philosophie, de l'éthique. Nous attendons avec impatience ce que vous allez nous dire sur le sujet. D'abord, merci de votre invitation à tous les deux, Aurélien et Maud. J'ai un rôle difficile puisque je parle en dernier et que ça va me forcer un petit peu à modifier puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. D'accord ? Donc je vais essayer de vous montrer comment je veux présenter le problème. La philosophie, je vais tourner autour des aspects philosophiques et épistémologiques en particulier. Deux choses d'abord qui me paraissent très très importantes. Nous vivons dans une époque qui a horreur du réel. On vient juste de parler du problème des fake news, et je suis absolument d'accord, mais c'est la négation du réel. La deuxième chose, c'est que je reste fidèle à ce que dit Spinoza. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, ici et maintenant, point. Il y a le passé, ok, on peut s'en servir, mais l'avenir n'est pas encore là. Il y a deux types d'incertitudes pour moi. C'est l'incertitude de la gestion politique, des faits, les mensonges, les changements, masque, pas de masque, etc., etc. Et puis ensuite, l'incertitude qui est liée, et ça a déjà été évoqué bien sûr, de ce conflit ridicule entre des scientifiques, des épidémiologistes, pas entre les réanimateurs. Les réanimateurs, ils sont directement confrontés aux vrais problèmes. Mais les épidémiologistes sur les causes, les méthodes et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ça, ce sont les deux origines et les deux types différents d'incertitude. D'autre part, on a attaqué la science en tant que telle, alors que c'est un problème de conflit dans la méthodologie, dans la recherche clinique. Ça a été évoqué, l'évidence-based medicine. Moi, je n'ai jamais vécu là-dedans, puisqu'un chirurgien ne peut pas soigner quelqu'un en double insu, en randomisé on peut, mais on sait ce qu'on a fait et le patient sait ce qu'on lui a fait. Et comme ça a été effectivement dit, dans l'urgence, il faut être capable d'être OAMM, de proposer des solutions, ce qui a été fait par un certain Marseillais qui a fait l'objet d'une problématique médiatisée terrible. Il a été clinique, il a dit voilà, tester, soigner, isoler, je fais ce que je peux. Bien. C'est ce que dit Canguilhem. On dicte pas scientifiquement des normes à la vie. La médecine a pris le parti de la vie, la science le sert dans l'accomplissement de ses devoirs. Il n'y a pas de fondement scientifique. La médecine est une pratique. La médecine est tellement une pratique que, comme l'a dit Laurent Messer, la médecine est une science fondée sur l'incertitude et un art de la probabilité. C'est ce qu'écrivait William Osler. On peut être dans l'expectative. On a un cancer, on sait comment le soigner, on attend, on ne sait pas exactement. Ce n'est pas une véritable incertitude. Donc l'incertitude qui nous dérange, elle est liée aussi à des
discussions byzantines, des conflits extrêmement médiatisés, ça a déjà été évoqué à l'instant, et ça pose énormément de problèmes. Avec le problème des fake news et des conspirationnistes, bien évidemment, qui arrivent. Et l'incertitude qui peut amener à la peur, finalement, c'est celle qui survient alors qu'on n'a aucune conscience de son avenir et qu'on est obsédé par son avenir. On a l'habitude de vivre dans une espèce d'ataraxie, on sait ce qui va se passer demain, on a une routine, etc. Et finalement, tout va bien. Et là, on est confronté, subitement, à quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. On veut absolument tout contrôler. On a oublié les stoïciens. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de nous vacciner. Ce qui dépend de nous, c'est de nous protéger par les mesures barrières. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est comment le virus peut muter, est-ce qu'on aura les vaccins à temps, etc. etc. Et ça crée de la peur et de l'incertitude. On peut aussi accepter les choses telles qu'elles sont, mais bon, c'est un autre problème. En fait, nous sommes dans une réalité que nous acceptons plus ou moins, et nous ne contrôlons pas notre fin. Comme si, dans la vie courante, nous arrivions à tout contrôler, même en dehors de cet épisode épidémique et de pandémie. On ne contrôle pas tout, on ne peut pas tout savoir. Et c'est ce problème que je répéterai, si eux ne savent pas, les savants, les politiques, qui va nous sauver? Alors qu'est-ce qui va créer la peur? Parce que c'est le refus que dans notre époque, on refuse la mort. On évacue la mort. La mort, ça n'existe plus. On a même des gens qui défendent le transhumanisme et qui écrivent même que le premier homme immortel est déjà né. Je trouve ça absolument dramatique. Le problème, c'est qu'à une époque, regardez la peste noire, on ne savait pas ce que c'était qu'une bactérie, un virus, on ne savait pas ce que c'était qu'une infection, on ne comprenait pas le concept de contagion, on utilisait d'autres explications, mais la certitude qu'on avait, c'est qu'on allait mourir de ça ou d'autre chose. La mort était présente, la mort était accompagnée, la mort était quelque chose qui était physiquement et psychologiquement pensé absolument. Là, on l'a éliminée, alors qu'elle est inéluctable. On sait qu'on va mourir, c'est une obligation. Le problème, c'est que le fait de nier la réalité fait que on voit en France, c'est un cas particulier, mais il semble qu'en Suisse, c'est à peu près la même chose. Les Français sont très réfractaires au vaccin. Et pas parce que le vaccin est nouveau ou fabriqué trop vite, comme beaucoup l'ont prétendu. C'est parce qu'en France, on est réfractaire au vaccin par définition. Avec une grande majorité. Heureusement, pas tous. Il faut voir, heureusement, le nombre important, plus important que d'habitude, de gens qui sont vaccinés contre la grippe. Le problème, c'est que, je reviens là-dessus, la médecine, ce n'est pas une science, c'est une pratique clinique. Et on ne peut pas avoir de certitude au sens des certitudes qu'on peut avoir dans une autre discipline scientifique. Et encore, la mécanique quantique, la physique quantique, nous ouvre des champs un petit peu différents. Et je reviendrai à Karl Popper, ce grand épistémologue, qui a beaucoup travaillé en philosophie des sciences, sur la physique en particulier, mais qui a aussi travaillé, comme vous le savez, sur le conspirationnisme, qui a travaillé sur la notion d'incertitude. Pour lui, on ne peut jamais dire qu'une théorie est vraie. On ne peut simplement dire qu'elle n'est pas encore fausse. Ça veut dire que pour lui, l'incertitude est un courage. L'incertitude fait qu'il attend quelque chose, puisque la certitude peut masquer le réel. Si on est certain qu'on a raison, qu'on a des certitudes absolues, là on risque de se tromper. Et je reviendrai aussi, puisque ça a été cité, à la phrase célèbre de Ecce Homo de Nietzsche: ce n'est pas le doute ce n'est pas le doute, mais c'est l'incertitude qui rend fou. L'incertitude qui rend fou. Oui, mais c'est actuellement le contraire, c'est l'incertitude qui nous rend fous. Il nous fait peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est réunis aujourd'hui.
Le problème, c'est que lorsqu'il dit ça, Nietzsche, il a une critique terrible de la science, puisque la science est universelle, partageable par le monde entier, et qu'il avait une notion particulière concernant des disciplines qui ne devaient pouvoir être partagées que par une élite. C'est le dernier homme, c'est le surhomme de Zarathustra. Donc c'est une critique de la science, mais actuellement, ce qui nous rend fous, c'est l'incertitude. Voilà. Et je pense que là, il y a un petit problème qui se pose parce que l'incertitude qui nous touche, c'est l'ignorance, c'est le fait que nous ne savons pas. Et quand on arrive à avoir une ébauche de compréhension d'un problème, l'épidémie, le virus, son comportement, sa propagation, les mesures qu'on peut prendre contre, eh bien, les discours qui sont tenus, et pas, je ne jetterai pas la pierre forcément aux politiques, c'est les décisions, mais c'est certains scientifiques, les disputes qu'il y a eu, font qu'on ne sait plus quoi penser, qui croire. Et en fait, les gens ont besoin de certitude et les gens ont besoin d'être rassurés. Ce qui m'a gêné énormément, c'est qu'on ait présenté la médecine comme une science et qu'on n'ait jamais eu cette espèce de modestie. Ça a été quand même cité par beaucoup d'entre vous, de rester un petit peu sur une réserve. On ne sait pas, on va essayer de trouver, on va essayer d'utiliser les produits hors AMM et on va voir comment ça se développe. Parce qu'une étude randomisée, en double aveugle, de type médecine fondée sur les preuves, malheureusement, c'est beaucoup trop long et strictement impossible à faire. Pour en terminer rapidement, je voudrais insister sur cette notion de peur de la mort. Je crois que c'est pas le moment de faire de la philosophie pour que les gens apprennent à accepter la mort, bien évidemment, c'est impossible, mais je pense que ça pose un problème. Regardez ce qui s'est passé, en particulier dans les EHPAD, et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. On va pouvoir maintenant interagir avec vous et je fais place au débat. Merci à vous quatre pour vos interventions passionnantes qui apportent tout un éclairage différent. Je vais revenir vers vous, Laurent Messer. Vous avez travaillé, et vous travaillez encore, dans un service de rhumatologie à Colmar. Colmar qui a été un petit peu au cœur du volcan à un moment donné pendant la première vague. Et vous êtes chef de service, donc je sais bien que vous n'êtes pas dans un service de réanimation, bien évidemment, mais comment est-ce que vous avez vécu avec vos troupes, si on reprend la dialectique de la guerre, comment est-ce que vous avez vécu avec les gens du service cette incertitude, comment vous avez dû faire face au quotidien? Vous parliez des patients oxygénodépendants, c'est-à-dire qui arrivent avec déjà un besoin en oxygène, chez qui il faut agir vite. Quels étaient vos outils et comment vous avez géré les potentiels avis divergents au sein de l'équipe? Merci pour cette question, elle est très très intéressante. Effectivement, dans le service de rhumatologie, on était en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas été tout de suite défini comme étant une unité Covid et on s'est d'abord occupé des patients qui étaient malades et qui n'étaient pas Covid. Et puis dans un deuxième temps, pendant le premier confinement, là, on nous a sollicité pour devenir unité Covid, puisqu'il n'y avait plus assez de place en hospitalisation. Et donc, évidemment, on a tout de suite dit oui, on était presque, en tant que médecin, pas content, mais c'est sûr que de participer à l'effort de guerre, si je puis dire, c'était bienvenu. On a ouvert le service, on est devenu unité Covid. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on accueillait des patients, l'infection virale, elle était toute récente, il n'y avait aucune connaissance sur le virus, en tout cas sur la manière de le traiter. Et donc nous, on se référait
aux recommandations de l'infectiologue en fait, de l'hôpital, qui nous disait qu'il ne savait rien, mais qu'on pouvait éventuellement proposer une molécule antivirale et qu'on pouvait proposer des antibiotiques si les patients étaient surinfectés et qu'on leur donnait de l'oxygène. Pour ce qui est des autres traitements, donc les corticoïdes, le plaquenil, c'était pas du tout des traitements qui étaient en fait proposés, mais comme c'était médiatisé, comme il y avait une pression de la part du grand public, comme le débat était à la télé, eh ben, chaque médecin était confronté à ce dilemme, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit en garde ou que ce soit pendant la journée, sur la nécessité d'agir, de faire quelque chose face aux patients souffrants qui, on le sait, au 10e jour d'infection, peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire. Et donc, évidemment, heureusement, on communique beaucoup dans le service. On faisait des staffs tous les jours, on discutait en permanence pour pouvoir évaluer les bénéfices et les risques, l'intérêt de donner une molécule ou une autre. Et je dois dire que en ce qui concerne la chloroquine, puisque pour ne pas la nommer, nous on en donne beaucoup en rhumatologie. C'est un traitement qu'on utilise presque tous les jours pour soigner nos patients rhumatisants. Et donc on a une bonne connaissance de ce traitement. Et bien entendu, on a été tenté de le prescrire et on l'a prescrit dans certains cas. Après, comme on le disait tout à l'heure, une information loyale et appropriée. Voilà. Mais en ce qui concerne par exemple la cortisone, qui aujourd'hui est donnée, on va dire, dans quasiment tous les cas pour les patients hospitalisés, c'était presque une contre-indication. Hein. Au départ, quand on voulait prescrire de la cortisone, l'infectiologue nous disait « Attention, ah non, surtout pas, ça va aggraver les choses ». Alors qu'aujourd'hui, ça fait partie du traitement conventionnel des infections à Covid. Merci. Est-ce que vous avez l'impression que ça a généré de la tension de la part des praticiens, mais aussi des patients qui venaient donc avec cette demande sans savoir si c'était positif, négatif, s'il allait y avoir des effets secondaires? Ouais, de la tension dans l'équipe, certainement, mais on a de la chance, on s'entend très bien et on interagit en permanence, donc ça a plutôt suscité le débat. Bon, alors de temps en temps, il a fallu quand même trancher et puis dire oui ou non. Ça, c'est le rôle du chef, hein, de trancher, même dans l'incertitude. Pour ce qui est des patients, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une pleine confiance des patients qui étaient hospitalisés et on n'a pas rencontré trop de problèmes de ce côté-là. Parce que ça, justement, c'est quelque chose que nous, on a beaucoup entendu, mais moi, je ne travaillais pas dans un service Covid, hein, mais cette impression, justement, que finalement, les patients faisaient plus confiance à ce qu'ils écoutaient à la télévision et n'avaient pas forcément confiance dans la prescription du médecin, ou en tout cas la remettaient systématiquement en question. C'est pas quelque chose que vous avez perçu? Non, dans mon service, pas du tout. D'accord, merci. Serge Tisseron, on connaît votre appétence pour les nouvelles technologies. À votre avis, dans la gestion de cette crise, est-ce qu'elles ont concouru, participé ou au contraire lutté contre la peur et l'incertitude? On a essayé, enfin globalement, évidemment, si vous voulez, prenons les choses de manière un peu provocante, on a beaucoup applaudi les médecins pendant la crise, pendant la première partie du confinement. Mais dans d'autres pays, on a beaucoup applaudi les robots. Il y a quand même eu, à l'occasion de cette crise, beaucoup de tentatives d'utiliser les robots comme ils ont été utilisés à Fukushima. Voilà, à Fukushima, il y avait les radiations et les humains ne pouvaient pas aller. Et bien, en Chine, il y a eu des robots nettoyeurs, il y a eu des robots désinfecteurs, il y a eu des robots, même en Italie aussi, des robots pour approcher les malades pour lesquels les risques de contagion étaient extrêmes et les protections des soignants insuffisantes. Voilà. Donc ça, c'est une situation qu'on a peu connue en France, mais il faut comprendre que cette crise est aussi l'occasion pour un certain nombre d'industriels de pousser en avant des machines qui pourraient permettre demain, dans une crise semblable, de pallier de l'insuffisance de médecins ou d'infirmières en faisant des entretiens diagnostiques, en proposant en proposant des examens paracliniques, en faisant des prises de sang, voilà. Et donc, du coup, la tentation technologique, même si elle a été peu présente dans le débat
public est devenue très importante pour un certain nombre d'industriels et de dirigeants. Hein. Voilà, savoir comment si une situation semblable se reproduisait, comment un saut technologique permettrait d'y faire face d'une meilleure manière. Le problème, c'est que, il y a d'ailleurs une autre table ronde, je crois, en fin de journée qui est consacrée, le problème, c'est que la tentation a été grande de sauter à pieds joints sur un certain nombre de préoccupations éthiques pour aller plus vite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la médecine, c'est des humains qui s'occupent d'humains, et ces humains qui s'occupent d'autres humains ont un nom, voilà, ils ont une histoire, et qu'une médecine qui ferait trop confiance à des machines serait rapidement une médecine déshumanisée. Donc aujourd'hui, toute la question, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre des machines qui permettent à des soignants de faire mieux ce qu'ils faisaient jusque-là sans les machines, mais en évitant la tentation de remplacer parfois des soignants par des machines, même si, encore une fois, comme à Fukushima pour les radiations, les machines ne risquent pas d'attraper le Covid, même en grande proximité avec un patient gravement infecté. Voilà. Donc, je crois que la situation actuelle montre bien à la fois comment la résilience humaine s'organise autour de l'innovation technologique, mais en même temps, la même crise montre bien qu'il y a absolument des limites à ne pas franchir, et que c'est l'humain qui s'occupe de l'humain, voilà, mieux avec des machines, mais c'est pas une machine qui s'occupe d'un humain. Rien ne serait pire qu'une médecine sans nom, qu'une médecine dans laquelle l'humain s'absenterait, soit pour des raisons de sous-effectif, soit pour des raisons de risque de contagiosité. Alors, il y a la technologie des robots, mais il y a aussi la technologie des réseaux. Est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux ont participé à faire grimper en flèche le R0 de l'épidémie de peur ? Oui, alors quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, je me suis trouvé devant un embranchement. Soit vous parlez des robots, soit vous parlez des réseaux sociaux. Mais j'ai pensé que si vous parlez des robots, vous m'interrogerez sur les réseaux sociaux. Si vous parlez des réseaux sociaux, vous ne m'interrogerez pas forcément sur les robots. Voilà. Donc j'ai commencé par les robots. Oui, alors les réseaux sociaux, bien sûr. Alors beaucoup de gens sont précipités sur les outils numériques pour lutter contre la distanciation physique en essayant de lutter contre la distanciation physique, oui, en maintenant une proximité sociale. Le problème, c'est que beaucoup s'y sont précipités, y compris d'ailleurs dans les entreprises, sans avoir vraiment mesuré les avantages et les inconvénients de ce mode de communication. Et vous savez, on a beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'avec des amis, on a créé très vite une plateforme au mois de mars, Cyberpsycho, comme collaboratif et comme Covid, pour aider des collègues qui ne savaient pas très bien utiliser les thérapies à distance, voire qu'ils n'avaient pas utilisé du tout. Et on a beaucoup insisté sur le fait que dans la communication à distance, tout change. Tout change. Alors, regardez, vous me voyez ici, d'ailleurs, le tronc, voilà, mais vous ne voyez pas mon corps entier. Donc, quand on communique avec quelqu'un, il y a toujours un moment où on voit son corps entier. Les mains, ça va parce que je les bouge beaucoup, mais pour beaucoup de gens, on ne les voit pas. Les mimiques, on a toujours l'impression que les gens nous regardent pas, qu'ils regardent de travers. Donc, pas de corps, pas de mimiques, enfin, très peu de mimiques par lesquelles on se sent concerné, et des risques des quiproquos importants, qui fait que les gens en communication en distanciel se sentent facilement persécutés. Alors si en plus, sur les réseaux sociaux, il y a l'idée qu'on va pouvoir faire communauté en relayant certains messages qui nous paraissent pas trop faux ou amusants, voilà, le risque évidemment de faire enfler des fake news, le risque de contribuer à des phénomènes de stigmatisation sociale massive de certaines populations. Donc les réseaux sociaux, l'Internet en général, je l'ai toujours dit, est un formidable accélérateur de particularisme, c'est-à-dire que tel que vous êtes dans la vie courante, vous avez certains aspects de vous qui sont en avant et d'autres pas, mais quand vous êtes sur Internet,
Internet. Si vous êtes timide, vous aurez encore plus de difficultés. Si vous êtes rentre-dedans, vous serez encore plus rentre-dedans. Du coup, accélération des particularités individuelles et puis accélération des informations qui très vite sont relayées en boucle, des informations les plus émotionnelles, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les informations les plus tranchées, les plus caricaturales, les plus fausses, voilà, parce qu'elles empêchent de penser, les moins contextualisées. Donc les réseaux sociaux, on l'a beaucoup dit, ont été utilisés de manière excessive et au risque de fragiliser encore plus certaines catégories de population. Mais même la communication distancielle, telle qu'elle a fonctionné dans les familles, voilà, elle n'a pas non plus permis de construire des relations, enfin de maintenir des relations aussi riches que dans la vie sociale. Vous savez, en fait, ce qui s'est passé, je terminais par là, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient confinés chez eux, qui n'allaient plus travailler, quand ils allaient travailler, ils rencontraient des collègues, certains avec lesquels ils s'entendaient très bien, d'autres un peu moins bien, d'autres pas du tout. Dès qu'ils ont été confinés, oui, ils ont créé un réseau social par les réseaux sociaux, mais un réseau social qui ne concernait que les collègues avec lesquels ils s'entendaient le mieux. Et on l'a bien vu dans les familles aussi. On a maintenu les liens avec ceux dont on se sentait le plus proche, ce qui fait que, parallèlement à l'extraordinaire fabrique de fausses nouvelles qu'a été l'Internet, parallèlement à cela, il y a le fait que les gens, pendant le confinement, se sont habitués à communiquer uniquement avec ceux qui étaient les plus proches d'eux, ceux qui partageaient les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, voilà. Et donc, du coup, revenir en présentiel, ça a été difficile. Et s'il y a un nouveau confinement, revenir en présentiel sera à nouveau très difficile, parce qu'en présentiel, on est amené à voir des tas de gens, voilà, avec lesquels dont on ne se sent pas particulièrement proche, mais avec lesquels il faut communiquer quand même. Via Internet, on s'habitue à communiquer qu'avec les gens dont on se sent proche, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient proches de nous, mais s'ils ne sont pas, on ne rallume pas sa webcam, et puis on laisse courir la relation, on perd le contact. Et seuls ceux qui nous renvoient ce qu'on a envie qu'ils nous renvoient sont gardés dans notre petit réseau social qui s'appauvrit beaucoup. On a l'impression qu'il est plus pointu. En fait, c'est parce que les gens sont tellement proches les uns des autres qu'ils partagent des certitudes. Donc il y a un énorme risque, en effet, psychologique d'un confinement, d'aggraver les penchants, voilà, le désir de n'avoir de contact qu'avec ceux qui pensent comme moi. Ça, c'est un risque énorme d'Internet et beaucoup aggravé par le confinement. Merci beaucoup pour votre réponse. On aura effectivement l'occasion d'en rediscuter probablement à plusieurs reprises encore au cours de ce forum. Grégoire Moutel, je voulais revenir vers vous. Alors la peur, lorsqu'elle est spontanée, peut-être un élément qui va venir freiner l'épanouissement ou au contraire parfois être un moteur pour faire des choses. Mais parfois la peur est aussi un outil qui peut être utilisé. Alors je pense notamment comme un outil politique. C'est vrai que quand Emmanuel Macron annonce que c'est une situation de guerre, eh bien chez tout un chacun, cela va évoquer tout un imaginaire et toute une fantasmagorie qui va tourner autour de la mort, autour de l'ennemi, autour de la stratégie. Et je voulais savoir un petit peu comment vous envisagez cette stratégie d'utilisation de la peur, qui en France, heureusement, reste quand même assez légère, mais qui dans d'autres pays, voilà, c'est pas seulement une amende de 135 € si on sort pendant le confinement, ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Par rapport à tous les concepts qu'on a pu mettre en œuvre dans la bioéthique depuis un certain nombre d'années, on avait tendance à dire que, là aussi c'est un poncif, la peur est mauvaise conseillère, mais qu'aussi c'est le substrat de la manipulation des autres. Donc on avait tendance à dire, vous savez, dans ce fameux débat, convaincre oui, contraindre non, et derrière la question de la contrainte, c'est vrai qu'on se disait on va éliminer la peur. Voilà. Donc, si j'étais un peu à contre-pied de tout ce que j'ai défendu depuis un certain nombre d'années, je dirais que face à un risque majeur, quel est l'outil d'efficacité le plus éthiquement acceptable? Alors, je ne suis pas en train de justifier la peur, mais je suis en train de dire que des informations sur le réel, objectives, qui peuvent faire peur, ont le droit de rentrer dans le débat. Et objectivement, sans jouer sur la peur, qui serait de la manipulation, mais, et encore une fois, M. Tisseron serait beaucoup plus compétent que moi à dire que si, par contre, quand on dit une chose qui est vraie et que ça génère de la peur, ça ne me semble pas forcément, vous voyez, éthiquement condamnable. En gros, c'est ce fameux débat, par exemple, sur l'annonce des morts au quotidien. Bon, moi, il se trouve que je suis responsable de la chambre mortuaire de notre CHU
Donc c'est vrai que chaque jour, la question des indicateurs, des gens qui étaient en réanimation, de la prévision, générait de la peur, mais elle était quelque part honnête, au sens où ce qu'on constatait était vraiment, par certains côtés, effrayant. Enfin, il faut le dire. Certains le disent, aujourd'hui, il y a quand même 450 ou 500 morts par jour. D'accord ? Donc le fait que ces informations véhiculent à nouveau une certaine peur, voilà. Donc moi, ce que je dirais, c'est si le fait de faire usage d'une peur intentionnellement pour manipuler les foules et les populations, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue scientifique, je le récuserai. Si par contre c'est une peur qui fait mobiliser les gens pour les amener à une forme de responsabilisation, de prise de conscience, elle me semble, vous voyez, je dirais qu'il y a deux types d'usage de la peur. Voilà. Une qui serait malveillante et intentionnelle, et l'autre qui serait réactionnelle à une réalité qui est une forme de violence. Donc ça, c'est le premier point. Mais par contre, ça renvoie quand même, par rapport à mon propos liminaire, à la question quand même de oui, on peut générer une peur, mais qu'est-ce qu'on en fait pour l'avenir ? Et là, je l'ai dit dans une autre table ronde, et c'est pas une attaque à nominem, hein, c'est pas une personne en tant que telle, mais quand on faisait l'annonce des décès tous les soirs, d'une société qu'on plongeait dans l'angoisse de la peur, de la mort, mais qu'on ne proposait pas autre chose, là, je pense qu'aussi c'était politiquement condamnable. C'est-à-dire que oui, la chose peut être effrayante, oui, la chose peut être violente, oui, la chose peut faire peur, mais quelle perspective on donnait ? Et c'est vrai que si la perspective de la peur, c'était pour justifier uniquement la privation de liberté, eh bien, je trouve qu'on n'est pas dans une perspective positive. Et je reprends le sujet qu'on a eu dans les EHPAD. Si la peur avait consisté à dire « oui, il y a un problème, oui, on veut protéger nos aînés, oui, c'est légitime de le faire », mais oui, on essaye de penser la façon dont on va tisser des nouveaux liens sociaux, et je fais écho au propos de M. Tisseron, c'est-à-dire que les nouvelles technologies dans les EHPAD, on en a parlé hier, mais je tiens à le redire, aujourd'hui, on n'a pas installé les connexions, on n'a pas installé les écrans, on n'a pas installé les interfaces. Donc, c'est-à-dire qu'on a été sur une peur qui a amené à la sidération des rapports humains, à la confiscation de la relation, alors qu'on aurait pu avoir une peur créatrice. Et je crains qu'on ne soit pas encore sortir de ça, qu'on ne soit pas encore dans la peur créatrice, qu'on soit toujours dans la peur qui nous sidère et qui nous bloque et qui, du coup, nous prive de tout ce qui a été dit, hein, du sens de la relation, d'une certaine liberté, de finalement, on l'a dit, de la vie relationnelle qu'on a oublié, on se focalise au sauvetage de la vie biologique. Voilà. Donc c'est ce que ça m'évoque, comme ça, la question comme ça. J'y suis allé librement, hein, mais le débat est ouvert. Hein. Merci Grégoire. Je vais rebondir un petit peu sur votre réponse pour poser une question à Michel Rongière. Vous avez évoqué un certain professeur marseillais. Alors, partons du postulat que nous parlons du même professeur. Moi, j'aime bien me raccrocher parfois à la sagesse des mythes parce qu'ils ont toujours des choses à nous raconter. Et notamment, si je ne dis pas de bêtises, lorsque la boîte de Pandore a été ouverte et que tous les maux se sont déversés sur l'humanité, il y en a un qui n'a pas eu le temps de s'échapper, peut-être parce que c'était le pire de tous. Et ce mal-là, on a parfois tendance à l'oublier, mais il me semble que c'est l'espérance. Alors, est-ce qu'au-delà des aspects de réalité scientifique, de méthodologie, des expériences qui ont été pratiquées, de l'aspect même bioéthique de ces expériences-là, ne pensez-vous pas qu'il y a une forme de culpabilité que d'avoir donné à l'ensemble de la population, je dirais quasiment mondiale, parce que la vidéo fin de partie a été diffusée à très 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 grande échelle, ne pensez-vous pas qu'il y a une forme de culpabilité en effet à donner cet espoir, et est-ce que certainement cet espoir n'est pas aussi un lien de filiation ou de famille avec la peur et l'incertitude? Michel Rongière, je vous écoute. Oui, vous voulez dire l'espérance qui a été générée par les propositions thérapeutiques de ce Marseillais? Alors, je vais être plus précis. Hein, j'étais chez moi en pyjama et j'ai vu la vidéo fin de partie. Je vous avoue que, comme la plupart des Français, quand je vois cette vidéo, effectivement, ça suscite dans un premier temps hein, de l'espoir. Donc, la question, c'est est-ce que cet espoir-là, beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais finalement, ce qu'il a apporté de bien, c'était de l'espoir. Mais en y réfléchissant de plus près, l'espoir ne peut-il pas être considéré aussi comme quelque chose de terrible ? Oui, alors d'abord, ce n'est pas de l'espérance réellement. L'espérance,
c'est du domaine de la religion. On espère dans une vie d'après, et je pense que seul peut-être le croyant, le vrai croyant, n'a pas peur de la mort, sachant que la vraie vie est après. Là, c'est de l'espoir, c'est-à-dire qu'on a fait croire à une population, vous dites mondiale, qu'on avait un traitement efficace totalement. On pourrait peut-être avoir une petite discussion avec notre collègue rhumatologue, puisque vous savez que moi j'ai lu un travail de la Société italienne de rhumatologie sur 65 000 patients traités par Plaquenil. Eh bien, on n'avait pas de problème particulier. Et j'ai posé la question également à un de mes collègues PH de rhumatologie à Toulouse, qui est un service très spécialisé dans les maladies inflammatoires, et il m'a donné exactement les mêmes résultats. Je ne défends pas le traitement. Ce que je regrette, c'est que cette manière de présenter l'efficacité théorique d'un médicament ait pu générer un faux espoir. Voilà. Dans la mesure où il n'est pas ensuite suivi d'effets, de réels effets ou d'effets démontrés. Voilà, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas dans le domaine de l'espérance, parce que le problème, c'est que donner de l'espoir ou essayer de proposer une situation, il a essayé de proposer, comme d'autres l'ont fait aussi, voilà, on va, comme ça a été dit déjà, hein, par notre collègue Laurent Messer, le truc c'est, voilà, il faut aller vite, il faut prendre une décision, il faut essayer. Hors AMM, on peut prescrire un médicament, ça s'est fait dans pas mal d'exemples des antibiotiques, ça peut se faire dans beaucoup d'autres situations. Moi, je reviendrai quand même sur un point qui me paraît très très important. Peut-être que l'espoir ou le faux espoir, hein, je pense que c'est la question, vous la posez avec une arrière-pensée quand même, peut reculer un petit peu les délais de la peur. Comme dit Marie de Henzel, qui connaît bien le problème, plus on dénie la mort, moins on tolère le risque et l'incertitude. Et plus on est psychiquement fragile. Ça, c'est très très important. Et surtout actuellement, hein, on est dans un monde de technosciences, on a l'impression qu'on est sûr de tout, qu'on sait tout faire. C'est un peu du scientisme, hein, comme Auguste Comte ou comme Marcelin Berthelot. Maintenant, la science est arrivée à un tel point que nous n'aurons plus jamais de problème, etc. etc. Et on continue à mourir, on continuera à mourir, mais peut-être moins de ce virus d'ailleurs, mais tout autant ou moins de cancer, j'espère, de maladies du cœur, d'alcoolisme, etc. Et le nombre de morts de ces pathologies-là ne pose problème à personne. Donc, le problème, c'est je sors le mot espérance, vous avez compris, hein, pour moi, il y a une autre signification plutôt dans la religion, mais il ne faut pas donner de faux espoirs, et ça, c'est problématique. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on n'entend plus. Hein, on entend moins, ou on n'entend pratiquement plus. Mais à la place, on a entendu des gens qui donnent le contraire d'un espoir, qui sont des gens qui foutent la trouille, hein, qui font peur et qui inquiètent. Voilà. Mais je suis d'accord avec votre approche, bien sûr. Voilà, donc on va maintenant passer aux questions des internautes. Donc on fait place aux internautes. Et une première question de Henri qui demande si l'on est plus ou moins sujet à l'angoisse suivant ses conditions de vie et ou son milieu social ou son éducation. On va peut-être laisser la parole à Serge Tisseron. Oui, la réponse est dans la question. Oui, bien sûr. Alors, les émotions vécues par une personne à un moment donné
dépendent d'un grand nombre de facteurs, des facteurs biologiques quand même, il ne faut pas les oublier, des facteurs liés à son histoire, s'il a bénéficié d'un environnement précoce qui lui a permis de construire ce qu'on appelle un attachement sécurisé, voilà. Et puis son présent, hein, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'il est plus facile de supporter le confinement quand on a des revenus assurés, quand on a un grand appartement, quand on n'est pas séparé de sa famille, et éventuellement quand on a une maison de campagne dans laquelle on peut se réfugier. Donc quand on a dit c'est important pour lutter contre l'angoisse de faire alterner des moments ensemble et des moments séparés, que chacun ait le droit de se consacrer à ses propres activités, puis on se retrouve quand on en a envie, quand vous êtes à 6 dans une ou deux pièces, il est bien évident que vous ne pouvez pas avoir recours à ces méthodes pour réduire votre anxiété et maintenir votre intimité, qui est quand même un élément essentiel de la sécurité psychologique de base. Donc oui, les gens si vous voulez, il ne faut pas oublier que la révolution de 1848 s'est déclenchée après l'épidémie de choléra. C'est-à-dire que les grandes maladies sont toujours les épisodes pandémiques, les grandes infections sont toujours très révélatrices des inégalités sociales. Et on a beaucoup parlé des inégalités sociales par rapport au Covid, mais encore une fois, le choléra en 1848, c'était aussi un élément important de la découverte des extraordinaires disparités sociales face à la mort. Donc aujourd'hui, on est confronté au même problème. C'est pour ça que beaucoup de gens redoutent que la prise de conscience brutale de l'inégalité face à la maladie puisse susciter des réactions de rage, de mécontentement, de colère bien légitimes lorsqu'il y aura à nouveau la possibilité d'exprimer son mécontentement. Voilà. Alors, ceci dit, dans ce que je vous dis, on peut avoir l'impression que les choses arrivent sur l'individu sans qu'il puisse les gérer. Il y a évidemment aussi toute la capacité qu'a chacun d'essayer d'organiser au mieux sa vie, voilà, on l'a dit, voilà, à défaut de pouvoir s'isoler dedans, prendre un petit peu de temps pour sortir tous les jours, un moment d'intimité, de solitude, voilà. Donc, il y a toujours aussi une marge de liberté de l'individu, heureusement, mais elle est souvent plus réduite dans les milieux sociaux défavorisés que dans les milieux sociaux favorisés. Merci. Merci. Une question qui revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que disait le docteur Rongière. Avec cette pandémie, l'homme se trouve confronté au spectre de la mort. Il va réagir selon son tempérament, son vécu, mais aussi ses croyances. Le rapport à la mort n'est-il pas plus anxiogène pour notre société, de plus en plus athée ? Alors, je vais peut-être laisser la parole au médecin légiste par rapport au rapport à la mort, avec Grégoire Moutel. Je ne sais pas, parce que peut-être que mon collègue anatomiste, par sa composante philosophique, voudra compléter, mais moi, là, je répondrai juste sous forme de témoignage. C'est vrai que dans une chambre mortuaire d'un CHU, on voit passer, je vais dire, toute la laïcité de la mort, c'est-à-dire on voit passer ceux qui sont effectivement très croyants et pour lesquels les choses sont éminemment compliquées malgré la religion. Pour pas dire, et ça, il y aura des psychologues qui nous le diront, il y a aussi ce qu'on appelle les deuils pathologiques chez des gens très croyants, on le sait. Et puis vous avez des gens très croyants, effectivement, pour qui, parce que l'espérance est forte et parce que quelque part, il y a un autre abord de la religion où les choses se passent très bien. Et puis vous avez le même spectre chez les gens dits athées, mais moi je n'aime pas le terme athée parce que je crois qu'on croit toujours en quelque chose, voilà. Donc en tout cas ceux qui ne sont pas pratiquants religieux ou religieux affichés dans une chambre mortuaire, de ce qu'on en voit, puis vous savez qu'on a des morts pénibles aussi en médecine légale, mais on a le même spectre que chez les croyants. Donc à titre personnel, mais encore une fois il faudrait mener une étude, parce que je reste un peu scientifique, je ne dirais pas que la religion sauve tout le monde ou que l'absence de religion condamne tout le monde, voilà. Je ne le dirai pas, mais c'est juste un témoignage. Michel Rongière, vous voulez compléter ? Oui. Je vous ai parlé de la problématique de la mort. C'est qu'on est dans une époque où on la refuse complètement.
on la nie. Parce qu'on se croit immortel, ou presque. Quand je revois je relis l'essai de Montaigne, que philosopher, c'est se préparer à mourir, pas dans le sens du religieux, parce que la vie est mieux après que sur Terre. Non, au contraire, c'est bien vivre sa vie et dûment, comme il disait. C'est ça qui me paraît très important. Alors, c'est pas facile, et je suis absolument d'accord sur ce qui vient d'être dit. L'athéisme, c'est bien gentil, mais on croit toujours en quelque chose. Et disons que l'athée que je suis remplace la religion par une référence à la réflexion philosophique, à une espèce de construction, ce qui fait que je pense avoir beaucoup moins peur de la mort qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, bien évidemment, alors que j'étais beaucoup plus jeune, hein, et moins facilement ou directement concerné en théorie. Ce dont on a peur, c'est de mourir. Hein, c'est de mourir dans des circonstances terribles, avec des douleurs affreuses, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Je pense qu'on est confronté à cette peur de la mort, mais on est confronté surtout au refus de la mort. C'est ça, pour moi, qui est très important. Et c'est le point sur lequel je veux insister. Il faut accepter ça, il faut accepter cette possibilité. C'est un peu cette polémique qui est sortie, à mon avis, ridiculement autour de l'intervention d'André Comte-Sponville, quand il a expliqué qu'on sacrifiait une génération pour une autre. Il est normal qu'à un certain âge, très âgé, on puisse avoir un problème, on puisse mourir. Et ça a été très mal compris, alors que c'était parfaitement et clairement expliqué philosophiquement par ce philosophe que j'aime beaucoup et que j'ai la chance de bien connaître. Voilà. Une question de Julien. Comment les psychiatres ou psychologues accompagnent-ils les personnes victimes de ces traumatismes causés par cette crise ? Alors, je vais laisser la parole à Serge Tisseron, sachant qu'on aura une table ronde exclusivement consacrée à l'impact psychologique de la crise. Oui, alors tout d'abord le problème, je me permets d'intervenir sur l'intervention précédente. L'intervention de Comte-Sponville, elle était très problématique parce que le problème n'était pas du tout de faire passer les vieux avant les jeunes. C'était que si les vieux emboutteillaient les services d'urgence, eh ben les jeunes qui ont des accidents de voiture, qui ont des accidents vasculaires cérébraux, qui ont des fractures, peut-être en faisant du skateboard, eh bien ils n'allaient plus pouvoir être acceptés en urgence, voilà, ou en réanimation. Donc c'était ça le problème, c'était d'éviter l'engorgement des lits d'urgence pour la catégorie la plus fragile de la population. Donc on peut être un bon philosophe et avoir une très mauvaise compréhension d'une situation épidémique. Voilà. Alors par rapport à la question qui vient d'être posée, l'accompagnement psychologique, nous on l'a beaucoup pratiqué à distance avec toutes les difficultés que je vous disais, mais une fois qu'on a compris que la communication via la communication en ligne, en distanciel, par Zoom, par Skype, voilà, ou par Teams ou par la plateforme que nous utilisons actuellement, quand on a compris que dans une relation psychothérapique, une telle forme de communication est génératrice d'angoisse, on s'applique à fonctionner très différemment en thérapie de ce qu'on fonctionne dans une situation de cabinet. C'est-à-dire qu'on essaye d'être beaucoup plus présent, de sourire beaucoup plus, de rebondir beaucoup plus sur les propos du patient, d'être beaucoup plus, en un mot, empathique, hein, c'est-à-dire d'être beaucoup plus démonstratif dans les preuves qu'on s'attache à donner au patient, qu'on suit bien ses propos, qu'on l'écoute. On ne peut pas garder un visage immobile, absolument figé, dans une thérapie à distance, en ligne, parce que le patient peut penser à juste titre qu'il y a eu un bug et que cette image fixe est tout simplement un arrêt de caméra. Voilà. Donc on a appris aux collègues, voilà,
voilà, à fonctionner autrement. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cet apprentissage va également avoir des conséquences, j'espère, sur la manière dont les thérapeutes vont recevoir à nouveau des patients en présentiel quand ce sera possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on a découvert en ligne de l'importance de l'accompagnement par le corps, la gestuelle, les mimiques, les regards, eh bien c'est quelque chose auquel beaucoup de thérapeutes n'avaient jamais été sensibilisés. C'est quelque chose à quoi ils ont été obligés de se sensibiliser pour bien s'occuper de leurs patients en ligne, et j'espère que c'est quelque chose à quoi ils vont continuer à être sensibilisés quand ils vont reprendre leur consultation en présentiel. Une question d'Israël Nizan, le président de notre conseil scientifique. Est-ce que la peur ne serait pas parfois bonne conseillère ? Alors, c'est une question qui n'est pas simple. Je vais la poser peut-être à notre ami clinicien qui est présent sur place, parce qu'il y a probablement plusieurs niveaux de réponse, mais également peut-être revenir sur ce que vous disiez à un moment donné, c'est-à-dire qu'en situation de crise, eh bien, on n'a pas toujours le temps de faire passer les décisions par tous les filtres qu'on a l'habitude d'utiliser habituellement. Et la peur est un filtre supplémentaire. Alors parfois, on l'a dit, ça peut être un moteur, parfois aussi ça peut nous faire prendre des décisions. J'imagine que c'est des choses auxquelles on est confronté, même quand on est médecin. Il paraît qu'on ne soigne bien qu'en tremblant. Je crois que c'est Canguilhem qui dit ça. Et effectivement, le médecin, tous les jours, il a peur parce qu'il doit prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Donc en fait, c'est la pratique quotidienne, la pratique de consultation ou en hospitalisation. On est toujours confronté à cette peur et donc cette nécessité d'essayer de trouver le meilleur compromis pour le patient et de trouver le meilleur choix. Donc je pense que la peur, oui, elle fait partie de la pratique intégrante de la pratique médicale. Alors, elle doit être gérée au mieux et c'est plus facile d'être à plusieurs pour gérer la peur. Voilà. Merci, je crois qu'on va maintenant conclure cette table ronde. Je vous remercie tous les quatre pour vos interventions qui ont été très intéressantes et je pense qu'on pourrait encore continuer le débat relativement longtemps. Je tiens aussi encore à nous excuser pour le retard qui a été le cas, mais comme on travaille avec une super équipe technique, et même les aléas, parce que l'aléa fait partie de la médecine, mais fait partie également de toutes sortes de métiers, donc on a réussi à s'en sortir. Donc merci à tout le monde. Et nous nous retrouvons à 14h autour de la thématique traitement de l'information scientifique, toujours en direct sur notre site internet forumeuropéen de bioéthique.eu. À tout à l'heure.